Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 24. Voici les titres du Journal de l'Afrique. Noël sanglant au Nord Kivu. 2 attaques ont ensanglanté la région, faisant plusieurs dizaines de morts. L'une imputée aux forces démocratiques alliées, les ADF, l'autre à une milice Nandé. Au Nigeria, une tentative d'attentat a été déjouée à Maïdougouri ce lundi. La lutte contre Boko Haram se poursuit. Les autorités ont décidé de rouvrir les marchés de nuit fermés depuis 3 ans. Et puis, nous irons au Maroc sur les traces de la caravane de la solidarité en pleine vague de froid. Près de 2000 familles situées en zone montagneuse ont pu bénéficier d'un peu d'aide grâce à la fondation Mohamed V. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, près de 60 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques dans le nord Kivu en 2 jours, samedi 24 et dimanche 25 décembre. Au moins 22 personnes ont été tuées à Eringeti et dans ses environs. Les rebelles ADF sont pointés du doigt. On retrouve tout de suite Mousembe Kamenda à Kinshasa. Mousembe, quelle est la situation ce soir du côté de Beni ? Oui, selon des sources à Beni, des coups de feu ont été entendus ce soir autour de la cité de Oicha. On parle d'une nouvelle tentative d'incursion des supposés rebelles ougandais de l'Alliance des forces de défense. Des renforts sont venus à la rescousse des unités de l'armée gouvernementale positionnées dans des localités de Manza Mapini, Baoba, Maïmoya, des localités victimes des agressions commises par des supposés rebelles ougandais. Les villages sont désertés par les habitants, soucieux de se mettre à l'abri des massacres. Et pour ceux qui y restent, c'est désormais dangereux de se hasarder dans la forêt. Les champs ne sont plus des endroits sûrs. En 2 ans et 3 mois, la société civile a recensé environ 1500 personnes qui ont perdu la vie dans des tueries attribuées aux supposés rebelles ougandais. Alors Moussembe, du côté de Beni, on pointe du doigt les rebelles ougandais. Il y a aussi des conflits ethniques dans la région entre Nandé et Hutu. Et une attaque a une nouvelle fois eu lieu du côté de Nyanzale. Oui, Nyanzale, c'est dans le Rutshuru et c'est l'autre aspect de l'insécurité qui sévit dans la province du Nord Kivu. Là, les tensions ethniques existent bel et bien entre Hutu et Nandé et les affrontements sont devenus fréquents entre les 2 ethnies. Des massacres comme celui d'hier sont régulièrement rapportés par les médias. La société civile, encore elle, dénonce l'impuissance de l'autorité devant cette situation. Gilbert Kambale, un des membres de la société civile, s'est posé la question de savoir si seulement le Nord Kivu est géré. Merci beaucoup Moussembe Kamenda pour votre éclairage sur cette situation au Nord Kivu ce week-end sanglant. Et sur le plan politique, les négociations sous l'égide de la CENCO devraient reprendre. La conférence épiscopale s'est montrée confiante dans la conclusion d'un accord d'ici vendredi. En attendant, de nombreux militants de la Lucha restent en détention provisoire. 18 avaient été arrêtés mercredi matin à Goma, comme vous le voyez sur ces images qui nous sont parvenues aujourd'hui. Les membres de la Lucha avaient entamé une marche pacifique vers le gouvernorat pour demander les clés au gouverneur. Ils avaient été arrêtés pour provocation à la désobéissance. Ces images sont signées Kimpa Vita. Et de l'autre côté de la frontière, à Brazzaville, les dégâts matériels sont importants après les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale congolaise. Des maisons entières, des pans de murs des écoles ont été emportés. Les coulées de boue ont défiguré, vous le voyez, des routes entières devenues quasiment impraticables. Des inondations sont aussi signalées dans plusieurs zones d'habitation. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus dans les zones touchées par les intempéries sans faire de déclaration. Au Nigeria, l'échec d'une tentative d'attentat suicide. Une femme kamikaze s'est tuée lundi matin sur un marché de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion de son engin explosif artisanal. Une autre kamikaze a été, quant à elle, arrêtée. L'armée se félicite des succès enregistrés contre l'insurrection de Boko Haram et affirme avoir été en mesure d'écraser dans leur dernier bastion les djihadistes, notamment dans la forêt de Sambisa, dans le Borno. Et depuis peu, du côté de Maïdougouri, les marchés de nuit fermés depuis 3 ans ont été rouverts et les habitants ont été invités à sortir de chez eux. Le récit en images de Laurent Bertécher. Au coucher du soleil, la ville de Maïdougouri s'anime.
Ici, tous les marchés de nuit sont fermés depuis 3 ans en raison des attaques incessantes de Boko Haram. Mais depuis quelques mois, le groupe djihadiste perd du terrain et les habitants reprennent goût à la vie nocturne. Ces 2 dernières années, personne ne pouvait venir ici. Même à 5 h du matin, personne ne pouvait accéder à cette zone. Maintenant, la paix est de retour grâce aux efforts de notre armée et de la force conjointe. Le marché est un véritable lieu de vie pour les Nigérians. Certains viennent y faire leurs courses, d'autres simplement boire un verre ou manger un morceau. Et pour des milliers de familles rentrées récemment à Maïdougouri, c'est aussi leur seule source de revenus. Nous sommes rentrés pour reprendre le commerce que nous avions laissé. Nous sommes des conducteurs de motos et de taxis. Les gens achètent les véhicules et nous les prêtent pour les exploiter. C'est notre unique moyen de survie. Depuis le début de l'insurrection de Boko Haram, qui dure depuis maintenant 7 ans, plus de 2,5 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Mais alors que le groupe terroriste recule, la vie reprend doucement son cours à Maïdougouri. Au Maroc, le procès civil des événements de Gdeim Izik a été reporté. Il s'est ouvert ce lundi devant le tribunal de Salé. Il reprendra finalement le mois prochain. Sur le banc des accusés, 25 Sahraouis accusés d'assassinat de 11 membres des forces de l'ordre marocaines en novembre 2010. Et on reste au Maroc. La Fondation Mohamed V a mis en place sa caravane de la solidarité. Objectif, venir en aide à près de 2000 familles, notamment au sud de Marrakech, une région montagneuse très affectée par le grand froid en hiver. Le récit de Kim Vodine. Malgré le froid, la file d'attente ne désemplit pas. Ses habitants viennent de communautés rurales isolées. Repas chauds et produits de première nécessité leur ont été distribués pour les aider à affronter l'hiver. Nous avons pris de l'huile, des couvertures et de la nourriture pour faire face à la vague de froid. Nous sommes dans une région très froide et les routes sont escarpées. Ils nous ont donné de l'aide pour faire face au froid. Merci à eux. La caravane de la solidarité est une initiative organisée par la Fondation Mohamed V et les autorités locales. Au total, près de 2000 familles ont bénéficié de l'aide humanitaire. Dans ces régions montagneuses, les températures sont descendues en dessous de 0. Nous sommes dans la région d'Arbar. Ici, nous avons distribué près de 500 repas dans 11 villages de Tizin Tasset, qui est à 2600 mètres d'altitude. Avec la baisse des températures depuis fin novembre, les autorités locales ont lancé plusieurs opérations similaires pour les sans-abri notamment. Allez, direction l'Ouganda, les Cranes vont jouer la CAN au Gabon, une première depuis près de 40 ans, un événement particulier, particulièrement attendu dans le pays. L'entraînement physique des joueurs a débuté à Kampala sous la direction de leur entraîneur surnommé Michaud. Nos correspondantes Grace Harrington et Charlotte Cossé sont allées à leur rencontre. Regardez. Ce matin pour les Cranes, c'est renforcement musculaire. Les joueurs profitent de la trêve hivernale pour se mettre en condition. Hassan Waswa est l'un des piliers de l'équipe. Le chemin parcouru jusqu'à la qualification a été dur et la pression commence à monter. Il y a de grandes attentes, car c'est la première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de cette génération. Nous devons donner notre maximum et prendre nos responsabilités. Et si nous travaillons dur, je suis sûr qu'on pourra embêter les autres équipes. Après le physique, la technique. Le coach Michaud pousse ses joueurs. Malgré les moyens financiers limités de l'équipe nationale, il veut en tirer le meilleur. J'ai de la peine pour tous ces jeunes, car ils pourraient vraiment être une valeur ajoutée de ce pays. Et pour le moment, ils ne sont pas considérés comme tels. Les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils font pour eux, à savoir donner une image positive de l'Ouganda. Des moyens financiers limités donc, mais une véritable ferveur populaire. Beaucoup, comme Andrew, aiment venir voir des matchs après le travail. La plupart n'étaient même pas nés lors de la dernière qualification de l'équipe nationale.
Tout le monde est impatient, car la dernière fois qu'ils ont participé à la CAN, ils ont atteint la finale. Donc on attend de revivre ce moment historique. Et peut-être que cette fois on gagnera la coupe. Les Cranes vont mettre à l'épreuve leur entraînement dès le 11 janvier prochain. Au programme, un match amical contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition. À rester sur France 24, l'information continue. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. Décembre 2003, un séisme majeur dévaste la ville de Bam, en Iran. Le tremblement de terre fait plus de 26 000 morts et 30 000 blessés. Une grande partie de la ville est détruite, dont la citadelle, site touristique et archéologique vieux de 2600 ans. Aujourd'hui, la population tente de panser ses blessures et de reconstruire son patrimoine. France 24 est allée à la rencontre des habitants de Bam, qui rêvent toujours du retour des touristes. Billet retour, à regarder sur France 24 et France24.com.